et merci d'être là pour cette première interview sur les 4 que j'aurai la chance de donner ces 2 jours, 2 aujourd'hui jusqu'à 15h30 et 2 demain, les horaires 14h30, 15h30. Et pour commencer, forcément, une star internationale et surtout le parrain, parce que une star c'est une chose, mais le parrain du salon de Nancy, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être ici. Salut Olivier, bonjour. Bonjour Fabrice. On se connaît depuis quelques années, donc je vais me permettre de te tutoyer. Merci d'être avec nous. On se connaît parce que tu es surtout, à l'origine, très connu pour tes polars. Alors, est-ce que vous avez déjà lu des polars d'Olivier Noric? Bien sûr, question stupide. Parmi ces polars, évidemment, une série, 3 ou 4 au moins, avec le fameux capitaine Victor Kos, qui t'a fait connaître, notamment des codes 93. On rappelle brièvement que tu étais toi-même policier, tu étais officier de police, lieutenant dans le 9-3, comme on dit, donc Seine-Saint-Denis, et que tu as eu, je crois, quasiment une vingtaine d'années, 18 ou 20 ans de carrière avant d'écrire et de te lancer dans le polar. Et puis, il y a eu plusieurs types de polar, plutôt tu me rappelles quand même du roman noir plus que du polar, c'est-à-dire où l'application sociétale, le message sociétal est très fort, et puis tu as basculé, et c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui, les guerriers de l'hiver. Tu as fait cette incursion dans ce qu'on appelle chez nous la littérature blanche, donc la littérature générale, celle qui n'est pas noire, mais au contraire plutôt blanche. Un roman historique extraordinaire. Est-ce que vous l'avez lu? Bon, en fait, on fait un truc qui sert à rien, tout le monde sait déjà. Mais justement, si vous l'avez lu pour la plupart d'entre vous, je suis sûr que la genèse, le pourquoi du comment, ça nous intéresse. Alors, première question évidente qu'on a dû te poser 1000 fois depuis 11 mois que tu fais la promo de ce livre. Je sais qu'il en a un peu marre. Merci d'être là. Non, j'en ai pas marre. Bon. Sinon, après, c'est un peu gênant. Alors, pourquoi avoir choisi la mort blanche, ce personnage incroyable, ce finlandais sniper exceptionnel que l'histoire n'a pas vraiment retenu mais qui a marqué la Finlande? Alors, au début, j'ai pas voulu particulièrement écrire un livre sur Simoaya, sur un sniper. Ce serait une histoire d'un type qui était un simple fermier et qui va se retrouver à tuer 542 Russes avec son fusil, probablement le double, le triple avec sa mitrailleuse, encore plus avec des grenades et des bombes. Donc moi qui étais policier pendant longtemps et qui ai eu comme matière première la mort, la douleur, la peine, la violence, c'est quelque chose sur lequel je construis aucun fantasme. Donc en fait, il y aurait plutôt un effet de répulsion à parler d'un sniper, à parler d'un assassin. Ça a commencé différemment. On est en février 2022 et je suis dans ma maison de campagne, enfin celle de mes parents, et j'entends à la radio une voix assez douce, c'est la voix de Vladimir Poutine, qui nous dit que si on soutient l'Ukraine, il a la bombe atomique et il ne sera pas l'utiliser. Donc un hiver nucléaire en 2022, moi j'étais pas prêt. Donc ça m'a fait particulièrement peur et comme la base de la phobie c'est l'ignorance, j'ai décidé de scanner un siècle de rapports entre la Russie et le reste du monde pour voir si l'histoire d'hier ne pouvait pas me raconter aujourd'hui et surtout me donner des armes pour demain, pour réagir, pour comprendre, pour être éveillé, conscient de ce qui se passe. Et donc, en scannant ces un siècle de relations internationales entre la Russie et le reste du monde, je tombe sur la guerre d'hiver. Je tombe sur une toute petite guerre de 113 jours qui s'est déroulée par moins 51 degrés, où un ennemi gigantesque de 171 millions de personnes va attaquer une nation que les Américains diront infinitésimale, la Finlande, de 3 millions de personnes. En gros, c'est comme si demain les États-Unis décidaient d'attaquer Mency. Bon, voilà, on sait que ça n'a pas duré très longtemps. Chez vous, il n'y a pas de bunker ici peut-être d'ailleurs. Et donc, alors que normalement la Finlande aurait dû mettre un genou à terre en 24 heures, ils ont tenu pendant 113 jours par moins 51 degrés et les Russes ne feront pas plus de 3 km à l'intérieur de la Finlande. C'est donc un énorme camouflet pour ce pays. Mais en plus de ça, je découvre qu'à l'intérieur de cette guerre, il y a Simoaya, celui dont je ne veux pas parler. Ce sniper, cet assassin, ce meurtrier en masse dont je ne voulais pas parler. Pourquoi tu ne voulais pas me parler? Parce que moi la mort ça m'intéresse pas. Quand si j'écris des polars c'est des alibis, le polar c'est une escroquerie séculaire, il y a un flic, un assassin, à la fin le flic va arrêter l'assassin. Vous êtes déjà au courant de la fin du polar avant même de l'avoir lu. Vous savez bien que, à quelques exceptions près, que le flic il va être super intelligent et qu'il va trouver le méchant. Donc au bout d'un moment, moi ça me fatigue. Donc j'ai décidé d'utiliser le polar comme un alibi pour raconter à chaque fois des choses qui étaient plus importantes. Un sujet que j'appelle sujet de méta. Qu'est-ce qui fait qu'une fois qu'on a terminé le livre, on se dit qu'on a passé un bon moment de divertissement avec le roman policier, mais que quand on a terminé le livre, on a envie d'en parler. Parce qu'il y a un truc en plus, c'est ce qui est la base du roman noir. On réfléchit, on apprend des choses. Voilà, et c'est pas du tout professoral ou doc si je suis pas en train de vous donner une leçon, c'est-à-dire que tout ce que je le découvre avec 6 mois d'avance. C'est-à-dire le temps de l'écrire, enfin, un an d'avance, le temps de l'écrire et de vous le présenter. Ce qui fait que même mes livres après, ils
continue à exister, il continue à changer, en tout cas l'opinion que j'en ai et l'histoire que je raconte, elle continue à évoluer dans ma tête grâce à ces rencontres, grâce aux questions qu'on se pose et grâce aux débats et aux conférences que je fais. Donc c'est des livres qui ne sont pas inscrits dans du ciment, c'est des livres qui même à l'intérieur d'eux-mêmes, et la vision que j'en ai évolue aussi. Donc, ce sujet, il est venu à toi parce que tu étais en Finlande finalement. Alors non, c'est après. Tu es parti après. Ouais, c'est ce que je fais à chaque fois. C'est-à-dire que comme une personne va tomber amoureux sur la terrasse d'un café, tu choisis pas en fait quand tu tombes amoureux. Ça tombe sur le coin du nez. T'avais pas le temps, t'avais pas prévu, c'est pas le bon moment dans ta vie, mais tu tombes amoureux. Alors moi, c'est la même chose pour les histoires. Je croise des histoires et je sais que je vais être happé, je sais que je ne vais pas avoir le choix que de les raconter. Et quand j'ai découvert cette guerre d'hiver incroyable qui va parler de courage, de fraternité, de volonté, de force, d'abnégation, de beaucoup d'intelligence, de résistance, quand j'ai cette histoire qui est plus forte qu'un roman que j'aurais pu écrire, quand j'ai les personnages à l'intérieur, Simoira évidemment, mais aussi beaucoup d'autres personnages secondaires qui sont énormément, qui sont tout aussi à la limite, ils sont plus présents presque. Parce qu'on entend très peu Simo dans le roman. Alors Simoira, c'était un sniper, mais c'était un taiseux, il ne Voilà. parlait jamais. Et donc moi je me suis dit que j'allais respecter sa mémoire, et donc dans le livre il ne me parle jamais. Moi jamais, ça va être difficile à incarner à l'écran ça. La seule fois où il parle de son arme. Donc il parle de quelque chose qui est étranger à lui. Comme j'ai voulu respecter ce personnage, j'ai décidé qu'il ne parlerait jamais. Alors c'est une super idée au début, et puis après, arrivé à la page 50, c'est une tannée, parce qu'on a besoin de son personnage principal, et un personnage principal qui ne parle pas, c'est pas difficile. Donc j'ai mis en place quelque chose d'assez intéressant, c'est les gens qu'ils rencontrent vont raconter ce qu'ils pensent eux de Simon, vont raconter ce qu'ils pensent eux de ce personnage. Donc on n'aura jamais vraiment la vraie connaissance de qui est Simoera, on ne saura de lui que ce que les gens pensent de lui, et c'est de cette manière qu'il est présent tout le temps. À la base, le livre s'appelait Le guerrier d'hiver, et quand j'ai découvert tous ces gens extraordinaires autour des hommes et des femmes, parce qu'il y a des soldats, 300 000 soldats, mais il y a aussi 100 000 lotas, ce sont des soldats femmes. Qui étaient dans le front arrière, plutôt, enfin qui étaient à l'arrière du front, je veux dire. Alors, c'est ça. Au début à l'arrière, et puis après elles sont devenues opératrices radio, et puis même à un moment donné elles sont devenues messagères. Messager sur un terrain de guerre, c'est la mission la plus létale. Le messager ou la messagère a une espérance de vie de 30 minutes à 4 heures. Et donc on a fait faire ça aux femmes. Elles passaient des messages d'une tranchée à une autre, d'un camp. C'est cool d'être une femme dans l'histoire, ça a remarqué, hein, tout le temps. Il y a une certaine égalité. Oui, il n'y a pas de... Et donc elles ont choisi cette mission, elles ont pris cette mission, elles auraient pu dire non, j'en suis pas capable. Hein. Elles ont choisi et elles ont accepté cette mission et elles ont été, si la guerre de Finlande s'est passée comme elle s'est passée, la guerre d'hiver, c'est aussi grâce à ces femmes. Dont une Lina, dont tu parles beaucoup, Lena. Il y a même une petite histoire d'amour avec un des compagnons très proches du héros qui ne parle pas, mais qui est le héros central quand même, Simo. Il y a Oni, il y a Pietari, il y a Toivo qui sont des personnages centraux, mais on voit aussi Carson, Victor, évidemment le chef de cette compagnie, de cette 6e compagnie, Julianel. Il y a toute une galerie de personnages secondaires qui construisent finalement, par l'absence du personnage principal, vont construire comme un pointillisme ou une vision un peu, oui, comme ça, par petites touches, vont construire le personnage central. Pointillisme, c'était très bien. J'aime beaucoup, je vais le réutiliser. Effectivement, quand on a un déficit sur un personnage, la seule manière de le rendre encore plus fort, si on ne veut pas le caricaturer, c'est de le rendre plus fort à travers les yeux des autres. Mais tu disais quelque chose d'amusant. Tout à l'heure, tu disais, il y a même une petite histoire d'amour. Et j'entends là-dedans, même si tu l'as pas dit, j'entends, bah oui, enfin, un roman de guerre, ce serait pas mal de glisser une petite histoire d'amour, histoire de calmer un peu tout ça, et de mettre un petit peu de sentiments et d'émotions, ouais, un peu de cœur, de sentiments, d'émotions. On reviendra sur les sentiments et les émotions avec la fraternité, s'il te plaît, parce que c'est tout aussi important. Il y a une petite histoire d'amour. Ah, c'est bien, on a l'impression que c'est mon éditeur qui m'a demandé ça pour le vendre aussi à un public un peu plus large. Et alors non, parce qu'en fait, les histoires d'amour et les histoires d'amitié, en fait, elles sont exacerbées par le fait que tous ces hommes et ces femmes ignorent absolument s'ils verront demain. Et donc, quand on a peur ensemble, quand on voit autour de nous la mort et la violence, eh bien, on devient meilleur ami en 24 heures. Et on devient amoureux en 5 minutes. Parce qu'on a une sorte de nécessité de vie. On a une sorte de boulimie comme ça, de chaque seconde qui passe comme un cadeau. Et tout en sachant que, obligatoirement, 80% des gens qui sont là vont mourir. Et donc, effectivement, l'amitié et l'amour, ça explose. Et il y a eu des milliers d'histoires d'amour entre les lotas et les soldats. Et pas des histoires d'amour, c'était pas un vésodrome. Non, ils tombaient vraiment amoureux. Ils tombaient vraiment amoureux, ils s'écrivaient d'une tranchée à une autre. Il y avait vraiment comme ça ce sentiment comme il n'y a peut-être pas demain, tout ce que je vis est multiplié par 1000. Et donc les amitiés et les histoires d'amour étaient exacerbées et se vivaient beaucoup plus fort. Comment tu l'as ressenti? Comment tu l'as
senti dans ta chair ce rapport-là, toi qui n'as pas vécu a priori de guerre, comment tu t'es investi et à ce point mis dans la peau hallucinante de vérité, de justesse, presque chirurgicale par moments, de véracité, de vérité de ces personnages? Alors, j'ai pas connu la guerre, mais j'ai été missionnaire humanitaire pendant plus d'1 an en ex-Yougoslavie, contre Zenica, tout ça, et Mostar. Mostar était la ville la plus bombardée de l'ex-Yougoslavie. Donc j'ai quand même vu des camps de réfugiés, des zones de combat. J'ai eu, voilà, j'ai eu un peu la vie. Il y a 2 ans. Là, donc j'ai peut-être pu un peu ressentir ça. Et puis après, j'étais flic pendant 18 ans dans le 93. Et il m'est arrivé parfois de me demander avec mon équipe si on allait tous rentrer ensemble. Donc ce sentiment comme ça d'émotion exacerbée, parce que justement on a eu très peur, c'est quelque chose que je connaissais un tout petit peu sans vouloir totalement me l'approprier, mais c'est quelque chose que je connaissais un tout petit peu. Donc ça m'a quand même pas mal aidé justement pour l'équilibre des émotions et pour pas en faire trop. Donc ton personnage, Simon, qui est si énigmatique et qui se dessine, on l'a dit de façon un peu pointilliste dans ce roman, il est entouré par cette fraternité extrêmement puissante de compagnons, on les a cités, on a Pietaritos, beaucoup de son propre village, d'ailleurs avec ses propres... voilà, on va y revenir. Mais en fait, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, au fond c'était presque un prétexte, ce personnage, pour nous raconter ces moments de cette page de la guerre méconnue. Au moment de la drôle de guerre, on a plutôt ça en tête, hein, cette espèce de période 39-40 où il se passe apparemment pas grand-chose. Il y a cette incroyable tentative complètement ratée des Russes, ce qui donne d'ailleurs l'info à Hitler que Barbarossa est possible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être enfoncer cet ogre russe. Et là, tu avais en fait très envie de nous raconter cette page d'histoire. Et ces deux fronts notamment, le front Mannerheim et le front de Paula. Ce qui était important pour moi, et quand j'ai découvert, il fallait vraiment que ça fasse vraiment la colonne vertébrale du livre, c'est que Staline et Hitler savent qu'ils vont se rentrer dedans, de toute façon c'est obligatoire. Ils savent juste pas quand ça va se passer. Et donc, quand Staline lance cette guerre contre la Finlande, eh bien, le témoin principal de cette guerre, c'est Hitler, parce que comme Hitler sait qu'il va se battre, c'est un peu comme si vous étiez un boxeur et vous aviez la possibilité de voir le match de votre adversaire et de voir comment il se bat, de voir ses techniques. Donc pour Hitler, c'était hyper intéressant de voir comment allait se débrouiller Staline face à une micronation. Et quand il voit que Staline n'y arrive pas du tout, qu'il se ridiculise, eh bien Hitler a une idée, alors qu'il est déjà, lui, alors 1 an plus tard, quelques mois plus tard, alors qu'il a déjà fait mettre un genou à la France, il s'attaque à la Grande-Bretagne, et comme il voit qu'il lui reste 4 millions de soldats, il se dit, bah, je vais faire l'opération Barbarossa avec 5 mois d'avance. Donc il se précipite à faire l'opération Barbarossa sans vraiment prendre le temps de la mettre en place, voilà, de la préparer, de l'architecturer. Et donc il fait un double front. Et donc il envoie 4 millions de soldats sur la Russie. Mais c'est uniquement grâce au courage des Finlandais, grâce à leur abnégation, leur résistance, leur force, que Hitler décide d'attaquer la Russie avec 4 ou 5 mois d'avance. Sinon il aurait attendu, ce qui fait que sans le courage et le sacrifice de ces Finlandais, eh bien aujourd'hui il n'est pas impossible qu'on puisse avoir une autre langue, une autre culture, d'autres frontières. Hitler est réussi. Voilà. Et donc tu nous parles de cette incroyable âme de la Finlande, ce qu'on appelle le Sisu, ça se prononce Sisu. Et les Sissi d'ailleurs, ce sont les soldats, enfin je ne sais pas si c'est un lien entre les deux, mais ok, c'est juste là, ça se ressent. Donc l'âme de la Finlande, cette amitié, cette fraternité, ces paysans qui vont défendre corps et âme leur patrie. Alors, évidemment, il y a un chef de guerre qui organise tout ça. Il s'appelle le baron Carl Gustav Mannerheim, il a 72 ans. Et il écrit à sa fille Anastasia, qu'il a envoyée à Paris parce qu'il sent que la guerre va arriver. Il lui dit, j'ai 72 ans et j'ai espéré que l'histoire ne me ramène pas à refaire la guerre. Et pourtant, l'histoire me commande de retourner au conflit avec tout un pays dans une guerre que je sais que l'on va perdre. Et donc il est malheureux, lui, de partir à la guerre, Mannerheim. Il est chef de guerre, mais il sait que ça va être terrible, ça va être une boucherie. Et il n'a qu'une seule trouille, c'est la désertion. Il dit, si on va faire la guerre avec les Russes, bah les Finlandais vont faire demi-tour parce que on a ce truc-là de survie animale, on fait demi-tour, on se fait tirer dessus et c'est bien normal. Et donc il se dit, si la guerre commence, il va y avoir énormément de désertion. Comment je peux parer à ça? Alors il a une idée, stratégiquement imparable, humainement qui va lui coller des cauchemars jusqu'à la fin de sa vie. Il va décider que chaque village formerait une unité de combat. Ça a l'air de rien comme ça sur le papier, mais ça veut dire quoi? Quand vous êtes sous une pluie de plomb et de feu, et que vous avez à votre gauche votre voisin, à votre droite votre cousin, devant vous votre meilleur ami et votre frère, eh bien il est littéralement impossible de faire demi-tour. Alors je ne suis pas très fort en histoire, au grand dam de mon père qui était prof d'histoire dans sa jeunesse, je ne suis pas très fort en histoire, mais je sais que c'est la seule guerre dans laquelle il n'y a eu aucune désertion. Aucune.
Il n'y a aucun Finlandais qui a fait demi-tour. Tout simplement parce qu'ils se battaient par village. Une unité faisait un village. Et donc, quand vous voyez votre frère sous le tir ennemi, jamais vous faites demi-tour. Quand vous voyez votre voisin, votre ami... Il y en a même ceux qui, dans ton roman, tu racontes que certains de ces frères-là, si j'ose dire, préfèrent se jeter dans la gueule du loup pour sauver notamment le personnage principal. Je crois que c'est ce qu'on ferait pour sa famille, et c'est ce qui s'est passé en tout cas à ce moment-là. Alors il faut voir aussi qu'il y a une notion de la famille en 1939 en Finlande, qui n'est pas la notion de la famille en 2020, ou en 2025, pardon. C'est-à-dire que nous, on essaie de partir le plus tôt possible, on va manger avec les parents une fois tous les dimanches ou une fois tous les 2 mois. Souvent, on a des parents qui sont loin de chez nous, donc on les voit 2 ou 3 fois par an. Eux, ils vivent tout le temps ensemble. Frères, voisins, amis, cousins, ils vivent tout le temps ensemble, du matin au soir. Tu l'as découvert sur le terrain. Ouais, donc il y a une notion de famille qui est beaucoup plus forte que maintenant. Alors, évidemment, il y a une pluie de questions. Je vais vous laisser aussi un petit peu de temps pour poser des questions. Mais 2 choses. La première, un mot quand même de ce personnage, même s'il est là sans être vraiment là, Simo. Simo, il se fait remarquer très tôt parce que bien avant, enfin un peu avant la guerre, il remporte notamment un concours à 200 mètres où il gagne devant 1700 candidats, dont un officier qui était très connu, qui se la pétait, et qui repart à la queue entre les jambes. Et donc, il est déjà connu comme étant un tireur d'élite exceptionnel. Alors plus qu'exceptionnel en fait, Simo Häyhä, c'est quelqu'un que j'arrive toujours pas à comprendre. J'ai commencé à travailler sur ce personnage en pensant que c'était un soldat avec de grandes capacités. Puis après j'ai compris que c'était une légende. Et puis en fait non, c'est plus que ça, c'est un mythe. Et dans le concept de mythe, il y a quelque chose d'un peu surnaturel, d'un peu fantastique. Et il y a ce côté fantastique chez Simo Häyhä, c'est-à-dire que c'est un personnage que j'aurais pas pu inventer parce qu'en fait il est beaucoup trop grand. 1m52. Hein. Oui, alors il fait 1m52, il fait la taille de son flingue. Mais il est beaucoup plus gros humainement. Non, même, il y a plein de choses qui dépassent l'entendement. Par exemple, Simo Häyhä a refusé de mettre une lunette de visée sur son fusil pour pas que le soleil se reflète dans la lunette. Pour pas qu'on l'identifie. Pour pas qu'on l'identifie et qu'on le Il a échappé plusieurs fois à la mort, hein, c'est ça. Bien sûr. Et donc Simo Häyhä ne met pas de lunettes et pourtant il va réussir à faire des tirs à 300, 400, 500 mètres de distance. C'est-à-dire qu'il réussit à tirer là où l'œil ne voit pas. Et donc ça, aujourd'hui, les plus grands snipers sont incapables d'expliquer ces tirs-là, et pourtant ces tirs-là ont été faits devant témoins, devant 10, 20 personnes. Pas de lunettes, pas de vision, pas de... juste l'instinct que c'est à ce point précis que se situe l'ennemi. Et souvent, tu parles de cet épisode, ce sniper, donc c'est une guerre, à un moment donné, c'est une bataille entre snipers. On l'a déjà vu d'ailleurs dans d'autres cas, notamment entre la Russie et l'Allemagne, la guerre de sniper. Là, on se rend compte qu'il va réussir un tir à 490 mètres, c'est ça, sans lunettes et sans vision, au moment où le sniper a tiré une première fois, une deuxième fois, où il recharge son arme pour la 3e fois. En fait, Simo, ce qu'il réussit à avoir, malgré la distance, il réussit à avoir l'étincelle du tir. Et donc, en fait, il mémorise l'endroit de cette étincelle. Et puis après, vous pouvez l'emmener dans n'importe quel autre endroit pendant 2 ou 3 semaines. Si vous le remettez au même endroit, il vous dira où était cette étincelle. Et parmi ces étincelles-là, il y a l'étincelle qui a pris son meilleur ami. Et donc, celle-là, il s'en souviendra toujours. Et la personne aurait pu être à 500 mètres, 1 km, 2 km. Lui, il vise l'étincelle. Donc, il vise toujours ce point. Et donc voilà, il était capable de faire des tirs incroyables. Il était capable de rester 4 heures, 5 heures, 6 heures immobile dans la neige à moins 50 degrés. Alors moi j'ai réussi dans les neiges, dans les forêts glacées de Laponie, j'ai atteint les moins 40 degrés et déjà c'est totalement incapacitant. On a du mal à réfléchir, on a du mal à bouger. Lui par moins 51 degrés, il réussissait à faire tout ça. Donc il réussissait surtout à rester immobile pendant plusieurs heures alors qu'en une demi-heure sans bouger par cette température on meurt. Donc il avait ce truc complètement quasi surnaturel qui faisait que... et dès le début, hein, quand on le rencontre, il a un concours de tir. Il a un concours de tir qu'il gagne. Et donc ça met un peu, ça ne part pas en colère, mais ça vexe un peu un officier, tireur d'élite, qui lui dit bah tiens, toi le champion, viens et on va voir si toi et moi, on va voir entre toi et moi qui est le meilleur. Et donc ils ont une cible à 200 mètres. Et l'officier, lui, va tirer avec une arme à répétition, c'est-à-dire que c'est une arme qui ne nécessite pas qu'on recharge à chaque fois. Il suffit à chaque fois d'appuyer juste sur la queue de détente. Simo Häyhä, lui, il prend son arme, qui est une arme à rechargement manuel, et en plus de ça, il met rien dans son chargeur, il met ses cartouches devant, ce qui fait que, alors que l'autre a juste à appuyer sur la détente, lui, Simo, entre chaque cartouche, il doit sortir la cartouche, prendre la cartouche, la mettre et la réinsérer et reviser. En 1 minute, Simo va faire 2 tirs de plus que cet instructeur. C'est-à-dire que Simo Häyhä a réussi à tirer avec une arme manuelle plus rapidement qu'avec une arme automatique. C'est Lucky Luke, c'est une légende. C'est littéralement impossible. C'est physiquement impossible. Et pourtant, il y a 1700 personnes qui vont assister à ça et qui diront on ne voyait même pas les mains de Simo Häyhä. Ce qui m'entraîne à ma dernière question avant de vous laisser la parole, il y en aurait 1000 autres, mais
la documentation. Pourtant, il a eu 1700 témoins. Tu as tout vérifié, tu es allé très loin pour retrouver des archives. Tu as interrogé des âmes, si j'ose dire, qui défendent un peu la mémoire et qui sont les derniers survivants de la mémoire de Simon. Tu es allé bien sûr en Finlande. Tu as rencontré l'équivalent, un tireur d'élite quelque part, qui lui aussi était sniper. Donc tu as voulu absolument te lever à 100% dans la vraie histoire. Là, c'est le concept d'immersion. Si j'étais encore policier, je parlerais d'infiltration. Mais j'aime beaucoup ça. Je crois que j'aime autant le fait d'écrire que le fait de me documenter. Parce que 80-90 ans, c'est un peu trop court comme passage sur Terre. Qu'une vie normale, ça doit être 600 ans, 100 ans sur chaque continent et 100 ans sur le continent qu'on a préféré. Il y a trop de choses à voir, trop de choses à aimer, à découvrir. Et donc, si en plus de ça, moi je ne vais pas vivre cette aventure, je passe à côté de vie. C'est-à-dire que j'ai une vie en leasing. Mon prochain bouquin m'amènera dans un autre pays, m'amènera dans une autre société, dans un autre univers. Et pendant 2 ans, je vais être une autre personne parce que je vais me documenter et je vais essayer de m'immerger au maximum. Donc là, pendant 2 ans et demi, j'ai été sniper en Finlande par moins 50 degrés et ça me va très très bien. Et j'attends de savoir quelle sera ma prochaine vie. Tu vois, pour Bernard Werber, c'est des vies qu'on a déjà vécues. Lui, il est dans l'idée de régression vers des vies antérieures. Toi, tu dis, plus fort, je vais les vivre de mon vivant. C'est ça, il y a ce côté d'avoir une vie différente à chaque bouquin. Et c'est ça qui m'intéresse. Et puis c'est surtout que, à nouveau, si je respecte ma vie, je respecte la vôtre et je respecte votre temps. Et comme un vampire, je vais vous prendre du temps de vie. C'est-à-dire que si vous lisez mon bouquin en 3 semaines, moi, je ne suis pas grand monde, je vais vous prendre 3 semaines de votre vie, c'est énorme. Qui je suis pour me permettre ça. Donc, au moins, vous savez que la documentation est bonne, tous les faits sont vrais, que ce que vous lisez, c'est l'exacte vérité, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et donc, j'ai l'impression de un peu moins vous voler du temps. Tu nous déranges pas pour rien, quoi. J'aime pas trop les auteurs et les autrices que j'appelle auteurs, enfin, je les aime pas trop aussi, j'en connais, je les aime bien, mais je trouve qu'un livre Wikipédia ou Google Earth sans sortir de son salon, ça manque un peu d'implication, ça manque un peu de générosité, ça manque un peu d'honnêteté. Et que j'ai envie de vous dire, voilà, si vous lisez ça, il y a toute une partie de divertissement qui devrait vous plaire. Et puis quand vous fermez le livre, si vous avez encore un peu de temps, eh bien il y a un autre truc sur lequel on peut travailler, réfléchir, s'éveiller un peu. Voilà, c'est pas des livres qui sont gratuits pour moi, parce que pour moi c'est important de respecter les 4 heures ou 3 semaines que vous allez m'offrir. Si je dis avec le prix Goncourt, le prix Renaudot des lycéens, que tu marches sur les pas de Pierre Lemaitre, grand maître du polar et devenu une célébrité mondiale avec ses romans historiques, donc dans là-haut, qu'est-ce que tu racontes? Pas grand-chose. Chacun. Si, je vais vous raconter un peu d'anecdote avec Pierre Lemaitre. Je vais vous raconter aussi un peu pourquoi je réponds ça. Quand j'ai écrit mon premier roman, Code 93, j'avais une vingtaine de pages. Et je suis invité à un dîner, qu'on appelle les dîners d'auteurs, où il y a des gens de maison d'édition, des auteurs, enfin bon voilà, c'est très intellectuel, c'est intellectuel, c'est toute littérature, donc ok d'accord, j'y vais, et je rencontre Pierre Lemaitre. Et Pierre Lemaitre vient me voir et il me dit j'apprends que tu veux faire du polar, je fais pas, oui, c'est mon premier, il fait, fais pas ça. Fais pas ça, il n'y a pas la place, personne ne va te lire, de toute façon c'est un métier de chien. Il avait le nez creux, hein, dis donc, le mec. On travaille énormément pour pas grand chose. Il y a 1500 bouquins qui sortent par an, 1500 polars qui sortent par an. Ouais, c'est vrai, ça va être hyper compliqué. De toute façon, moi, c'est très difficile pour moi, et puis j'en ai marre. Donc quelqu'un vraiment qui est un peu difficile. Quelques années plus tard, je le recroise, il a eu le bon cours. Et je le vois, je suis alors Pierre, ça va mieux maintenant. Et mon gars il fait, pourquoi? Ça me rend heureux d'avoir le concours. Non, écrire c'est de la merde, c'est compliqué. Pierre, c'est quelqu'un qui est waterproof au bonheur. C'est vrai, on peut pas dire qu'il respire le bonheur. Hein. Voilà, donc marcher sur ses pas. Ok, bien vu, bien vu. Vous n'avez pas du tout la même mentalité, je suis absolument d'accord. Il a la même vie d'ailleurs. Mais ça m'empêche pas de l'aimer beaucoup, ça m'empêche pas d'aimer beaucoup Olivier Marchal, alors qu'on n'a pas du tout la même mission de la police, lui dans ses films, moi dans mes romans. Et pourtant je l'aime énormément et j'aime beaucoup Pierre Lemaitre. C'est juste que c'est des personnages très cassés, en 1000 morceaux, et que je suis déjà assez en 1000 morceaux pour pas continuer. Absolument. Avez-vous une ou deux questions pour Olivier Norek? N'ayez pas peur. Qui a envie de poser des questions? Alors. Pardon. Ah oui, c'était 3 minutes. C'est pour ça que je proposais la... Est-ce que... Le prochain... Ah bah bien sûr. Où va-t-on dans le prochain roman? Alors pour l'instant, je suis plutôt sur la télé de cinéma, parce que c'est vrai que ce livre-là, il a été un brin paralysant. Pourquoi?
C'est parce que quand on écrit des enquêtes de police, l'enquête de police c'est du macro, c'est-à-dire que c'est l'ADN, c'est les empreintes, c'est l'intimité des personnages. Donc on est vraiment sur du tout petit. Et là, les gars et l'hiver, ça m'a fait voir une histoire gigantesque, ça m'a fait voir une épopée, avec une possibilité d'intégrer dans mon écriture de la poésie, du lyrisme, un travail un peu plus précis sur mon écriture, sur le rythme de mes phrases. Ça m'a permis de toucher une littérature pour laquelle le polar n'est pas le meilleur écrin. Et donc j'ai vu plus grand, sur des épopées plus grandes. Et en fin de compte, ayant vécu ça, j'ai envie de vivre encore ce genre de choses. Et donc c'est assez difficile maintenant de trouver l'histoire, parce que moi j'ai eu de la chance là. C'est la même histoire que ces découvreurs de trésors, à qui on dit aujourd'hui, il n'y a plus de galions espagnols sous 300 mètres d'eau avec des kilos d'or, il n'y a plus de grottes Inca dans lesquelles on va trouver des artefacts, ça n'existe plus, tout a été vu, tout a été raconté. Et pourtant tous les ans, il y a quand même des découvreurs de trésors qui trouvent des trucs incroyables. Et aujourd'hui, quand j'ai commencé à l'écrire, mais aujourd'hui en 2025, je découvre une histoire qui a changé l'Europe, voire le monde, une histoire incroyable, faite de bravoure et de courage, une histoire que tout le monde devrait connaître, et je découvre une histoire inconnue en 2025. Donc c'est vraiment le sentiment de découvreur de trésors. Et maintenant que j'ai goûté à ça, j'aimerais bien chercher un autre trésor, encore une histoire qui est pas trop connue, pas trop lue, parce que j'ai goûté à ça et maintenant j'en suis friand, quoi. Je veux retourner là-dedans vers le gigantesque. Ce qui peut prendre un peu de temps. Ce qui peut prendre un peu de temps. Donc pour l'instant, je fais de la télé, du cinéma, je fais des blockbusters. Ouais, des bricoles, quoi. Comme ça, voilà. Je bricole, je m'amuse, quoi. Merci beaucoup, Olivier Norel. Merci à vous. Merci, Olivier. Et donc, vous le savez, si vous voulez dédicacer d'autres livres que ceux que vous avez déjà lus ou des que vous avez déjà lus, Olivier est tout au fond. Merci beaucoup.